La Cour de cassation a rendu le premier arrêt le 5 novembre dernier en matière d'action de groupe concernant une discrimination syndicale. Pour décrypter cette décision, j'ai le plaisir de recevoir Julien Onis, Off Counsel chez Capstan Avocat. Julien Onis, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant de revenir sur cette décision, on va prendre un peu de recul et s'intéresser à la loi concernant l'action de groupe et à son évolution. Est-ce que pouvez nous rappeler le cadre juridique de l'action de groupe en matière de droit du travail? Bien sûr. Alors, l'action de groupe, la définition, elle est assez simple, hein. C'est une action qui concerne plus de deux personnes, donc plus d'une personne et deux personnes, qui sont concernées par un manquement commun, en l'occurrence, en droit du travail, un manquement de l'employeur. C'est une exception à la règle sur laquelle on ne plaide pas par procureur, puisqu'on va confier à un tiers le fait d'agir en justice. C'est une class action à l'américaine. Voilà, en synthèse. Jusqu'à présent, c'était la loi de 2016, donc en droit du travail, qui était venue légiférer en la matière de discrimination et de RGPD. Le cadre était limité. On a connu une évolution, puisque le 30 avril 2025, le législateur est venu élargir le champ de l'action de groupe et donc en faciliter le recours, puisque jusqu'à présent, il n'y avait eu que 5 actions de groupe depuis 2016. Donc en fait, il y avait très peu d'actions de groupe et ça servait, en fait, le dispositif ne servait pas réellement. Exactement. Ce pourquoi il y en avait très peu, et ce que la loi d'avril 2025 tente quand même d'endiguer, c'est d'une part parce qu'il y avait un problème de périmètre, enfin pas un problème, mais en tout cas le périmètre était limité à deux domaines, donc le RGPD et la discrimination. C'est élargi par la loi d'avril 2025 qui vient considérer qu'on peut aller sur tous les champs. Problème de financement, la loi de 2025 vient donner des moyens pour l'action de groupe. Vous aviez un problème enfin pas un problème, mais en tout cas, la loi vient aujourd'hui fixer une sanction civile pour, entre guillemets, inciter quand même les employeurs à se mettre dans le cadre. Et elle vient repréciser les modalités, donc à savoir l'action en cessation d'un manquement et l'action d'indemnisation. Donc on a un cadre rénové avec probablement des conséquences sur l'élargissement des actions. Et pour vous, il y aura un développement des actions de groupe en matière de droit du travail? À mon sens, oui. Notamment, parce que je pense que ça ne vous a pas échappé, mais on a l'entrée en vigueur de la loi sur la transparence des rémunérations. Donc l'élargissement des domaines de l'action de groupe associé typiquement à ce genre de sujet, à mon avis, devrait conduire à une multiplication des actions de groupe. Alors, on va revenir sur la décision du 5 novembre dernier. Donc, c'est la première décision, la première action de groupe en matière de discrimination syndicale. Que dit précisément cette décision? Alors effectivement, c'est la première. Je vous ai dit, il y a eu 5 actions de groupe, si je ne me trompe pas dans les stats. Donc c'est une action qui était portée par la CGT contre Safran sur de la discrimination syndicale. Pour comprendre ce que dit la décision, il faut avoir en tête ce que disait la loi. En gros, la loi de 2016, c'est une loi de procédure. En théorie, elle devrait considérer des faits antérieurs, concerner des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. Ce n'est pas ce qui avait été décidé. Ce qui avait été décidé, c'est que les préjudices indemnisables étaient ceux qui étaient nés après l'entrée en vigueur de la loi, donc après le 20 novembre 2016. Là où le débat s'est cristallisé, puisqu'on parle de discrimination, que la discrimination s'est plutôt étendue sur une période, c'était de se dire quels faits peuvent être pris en considération pour apprécier ce préjudice. Et le tribunal judiciaire déboute la CGT, considérant que les éléments qu'elle apporte après l'entrée en vigueur de la loi ne sont pas suffisants pour apporter une discrimination. La Cour d'appel confirme. Et là, la CGT fait un pourvoi en cassation avec une QPC, et je trouve que là, il y a une particularité, puisque le Conseil constitutionnel considère que le fait qu'on limite les préjudices indemnisables à la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n'est pas anticonstitutionnel, pour différentes raisons, je ne vais pas les évoquer ici. Et la Cour de cassation s'affranchit un peu de ça, à mon sens, appliquant sa jurisprudence classique, je dirais, sur le régime probatoire, et vient dire qu'on vient regarder les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, quand bien même on indemnise des préjudices postérieurs. Pourquoi, selon vous, il y a une lecture différente de la Cour de cassation par rapport au juge du fond? Vous avez une explication? Alors, la Cour de cassation, en fait, pour moi, elle reste assez cohérente, je dirais, vis-à-vis de ce qu'elle fait quand nous avons un contentieux de discrimination strictement individuel. À savoir qu'elle dit qu'on doit prendre en considération l'ensemble des faits sur une période. Si elle venait dire le contraire dans le cadre de cette position-là, de l'arrêt sur l'action de groupe,
à mon sens, elle se déjugeait un peu. Ça sera en contradiction Voilà. par rapport. Donc en fait, elle applique quasiment. C'est pour ça que moi je trouve que la portée qu'on donne à cet arrêt, elle est peut-être un peu grossie à la loupe, parce que in fine, sur le régime probatoire, elle confirme d'ailleurs qu'on applique le même, donc c'est-à-dire en 2 temps, que celui des actions individuelles. D'accord. Voilà. Quelles sont les conséquences pour les salariés qui sont victimes de discrimination collective? Je pense que c'est toujours plus simple lorsque vous avez la possibilité d'apporter plus d'éléments. Donc je dirais que pour eux, dans une approche en tout cas théorique, c'est plus facile. Si vous avez la possibilité d'apporter 5 pièces versus une, en théorie, vous facilitez la possibilité de justifier d'une discrimination, en tout cas d'éléments laissant présumer. Et pour côté employeur, comment on peut avoir une lecture de cet arrêt, justement? À l'inverse, on peut se dire qu'effectivement, côté employeur, ça va leur mettre un peu plus, je dirais, la pression, puisqu'il va y avoir plus d'éléments à analyser, dans la mesure où, effectivement, on va avoir 50 versus 10 avant. Donc, côté employeur, il va y avoir plus de travail à faire. Maintenant, d'un point de vue indemnitaire et strictement indemnitaire, et si je mets de côté la loi de 2025, elle ne remet pas en cause la Cour de cassation le fait que les préjudices indemnisables sont ceux qui sont postérieurs à l'entrée en vigueur de 2016. D'accord. Donc le débat va se jouer sur... sur... un grand bouleversement, selon vous? Au regard de, en tout cas, de la loi de 2016, je considère que pas tant. L'atterrissage, à mon avis, il est important, il faut le prendre en considération, mais quand on met tout bout à bout, mon point de vue, pas tant. En revanche, les futurs sujets, c'est la loi du 30 avril 2025 qui, à mon sens, va donner lieu à pas mal de débats jurisprudentiels. De quel ordre? Sur le périmètre des préjudices, sur la question du financement, de vérifier que le financement n'est pas fait de manière un peu hasardeuse, le fait de se dire est-ce que le groupe constitué est pertinent. Enfin, pour moi, dans la loi du 30 avril 2005, il y a pas mal de zones d'ombre qui vont, de fait... Ça, ce sera la jurisprudence de donner justement les médias. Ouais. Donc on va attendre la jurisprudence sur ce sujet. Est-ce que le juge il va avoir d'autant plus de pouvoir d'appréciation avec cet arrêt? On lui donne plus de pièces. Donc de fait, il va en avoir plus. Maintenant, ce n'est pas un pouvoir qui est illimité. Et c'est là où les employeurs vont avoir un rôle très important dans bien venir rappeler quelles pièces je prends en considération. Est-ce que ces pièces sont relatives à des faits qui se sont poursuivis après l'entrée en vigueur de la loi ou pas? Est-ce qu'ils sont suffisants versus la discrimination qu'on tente de venir mettre en évidence? Est-ce qu'ils sont pertinents, suffisants? Voilà, donc il y a un gros travail qui va peser sur les employeurs et sur leurs conseils pour venir vraiment combattre toutes ces pièces qui vont être ajoutées dans le débat. Pour terminer, peut-être, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en la matière à recommander aux entreprises pour éviter de se retrouver au contentieux? Alors, effectivement, c'est-à-dire que dans la vie du quotidien, c'est de s'assurer que tous les mécanismes mis en place sont justifiés par un élément objectif. C'est un point important, parce qu'en matière de discrimination, c'est l'objet du litige. Et ensuite, d'un point de vue contentieux, c'est de se battre absolument sur chacune des pièces et sur la justification de cet élément objectif, puisque si vous ne le faites pas, le juge ne le fera pas pour vous. Donc, c'est à nous de le faire. On va conclure là-dessus. Merci Julien Aunis. Je rappelle que vous êtes avocat of counsel chez Capstan Avocat. Merci à vous. Tout de suite, on va parler d'un autre sujet. On va parler intelligence artificielle et droit d'auteur.